Ça c'est du Montessori. Donc là, vous avez la poutre du temps où on a tous les jours. J'ai des parents qui m'ont dit, Nelly, vous voulez qu'on affiche la poutre du temps, mais elle fait 7 mètres. On fait comment? Mais la poutre du temps, c'est fait pour montrer qu'une année, c'est très long. Hein, d'accord? Donc, voilà, c'est une façon de concrétiser. Chaque jour, on met une petite étiquette, c'est aujourd'hui, les anniversaires et tout ça, et on avance dans le temps, et c'est long, et c'est normal. Là, c'est les volumes de géométrie et du matériel de maths de Montessori. Ça, c'est l'analyse grammaticale de Montessori. Franchement, je vous la conseille, c'est trop beau. Vous connaissez, c'est bien. Ça, c'est des gens que je connais aussi. Et là, c'est la numération. On l'a vu tout à l'heure. Ok. Alors, l'UEM, l'unité d'enseignement maternel. Depuis quelques années, on a au moins une UEM par département, unité d'enseignement maternel. Et on commence à avoir des unités d'enseignement, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais primaire. Le principe de l'UM, alors ça c'est génial, c'est vraiment un concept de malade. À l'intérieur de la même classe, vous avez un enseignant et une équipe médico-éducative, d'accord, psycho-éducative, on va dire comme ça. Et du coup, en fait, il va y avoir un programme qui va être adapté à l'enfant avec des outils qui utilisent les recommandations de la Haute Autorité de Santé, de l'éducation, etc. Enfin, c'est génial, c'est super magnifique. Le problème, c'est que ça s'arrête au bout de 3 ans, hein, parce qu'ils sortent de la maternelle. Donc, ça veut dire qu'il faut que les parents bossent quand même et apprennent quand même. C'est compliqué parce que les parents, ils sont incités à pas trop bosser puisque les professionnels sont géniaux. Sauf qu'il faut se dire qu'il y a une vie après l'école maternelle et du coup, il faut s'y mettre quand même. Donc, depuis 2014, on a ça. C'est vraiment super. 7 enfants, 3 ans maxi. Et là, c'est là peut-être que je vous ai mis les emplois du temps. Il veut pas. Je ne clique pas au bon endroit. Là, c'est des images d'une UEM dans laquelle que j'ai supervisé. Là, vous voyez un poste de travail, en fait. Donc, vous voyez, ils ont leur emploi du temps de travail. Ils ont sur le côté les petites boîtes avec une activité par petite boîte qui correspond. Donc, chaque image correspond à un étage. Là, c'est un de mes programmes où je leur demande de compter jusqu'à 5 à chaque fois qu'ils arrivent pour apprendre la comptine. Et là, c'est leur petit symbole quand ils arrivent. Voilà. Et l'adulte est en face. Ici, c'est leurs emplois du temps. On avait mis des photos et on avait mis un symbole, l'ourson et tout ça. Finalement, ils ont laissé tomber, ils ont trouvé qu'il y avait moyen de faire autrement. Donc, il y a les prénoms et l'emploi du temps. Bon, c'est une ancienne version, mais ça ressemble à ça. Ok ? Voilà. Bon, là, c'était la première année, ils avaient tous les mêmes cartes, etc. Avec le temps, ça vit. Il y en a qui sont plus au niveau des objets, au niveau des images colorées, etc. Et ça progresse. Voilà. Donc, l'emploi du temps, il permet de pouvoir enchaîner les activités, de savoir ce qu'on va faire, et puis être sûr aussi qu'on va rentrer chez soi le soir. Hein. J'ai eu des fois... on va dire des papas quand même, plus souvent, des papas qui sont allés chercher leur enfant à l'école parce que ça a été possible une fois dans l'année, et le gamin, il a braillé, il n'a jamais voulu partir. Hein, parce qu'il n'était pas prêt, on ne lui avait pas dit, et il se demande où est passée sa mère, en fait. Hein, c'est si tu es là, toi, où est ma mère? Hein, donc, si on le fait avec l'emploi du temps et qu'on lui dit qu'il retrouvera sa mère à la maison, il peut partir, ça va. En Ulysse, en unité de l'inclusion scolaire, en Ulysse, en fait, on va avoir des Ulysses en primaire, on va avoir des Ulysses au collège, au lycée c'est plus complexe. Ce sont des dispositifs, en fait, ressources pour l'enfant, et donc il va être dans sa classe d'inclusion prioritairement, et il va retourner dans l'Ulysse alors, soit parce qu'il y a du besoin émotionnel, mais ça peut être aussi pour certaines matières qui sont trop complexes au niveau d'âge de l'enfant. Oui. Non, on n'a pas forcément des ULI spécifiques autisme. Non. Il y a, en fait, bref, c'est tout un débat, mais non. On n'a pas forcément des ULI spécifiques autisme.
Donc l'enfant va avoir accès aux mêmes apprentissages que les autres, mais il va y avoir des adaptations dans le rythme ou la présentation si besoin. Et par contre, les Ulysse, c'est vraiment une classe géniale pour travailler sur l'autonomie. Il va y avoir 12 gamins avec des profils différents, un enseignant, là il va falloir qu'il soit autonome, hein, d'accord? Et c'est vrai que c'est très très bien, c'est-à-dire que franchement des fois on voit des enfants qui sont un peu sous respirateur, c'est-à-dire qu'ils ont tout le temps une AESH avec eux, qui suivent leur programme scolaire à ingurgiter, recracher tout ce qu'on leur demande. Mais en fait, ils ne vont pas apprendre à faire des choix, ils ne vont pas apprendre à s'autonomiser, à déclencher l'action, à prendre des initiatives. Alors que dans le LIS, vraiment, on a beaucoup plus tout ce travail d'autonomisation et c'est vraiment très intéressant pour l'avenir. Voilà. Et il développe ce que j'appelle la jugeote. Et sincèrement, entre un enfant qui aurait vraiment besoin du temps plein, mais enfin, on tire, on pousse sur les apprentissages, franchement, il vaut mieux qu'il aille en Ulysse. Il va faire peut-être qu'il y a certaines matières qu'il va moins développer, mais par contre sur l'autonomie, sur le travail en groupe, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres enfants particuliers. Et encore plus au collège, c'est vraiment le moment d'avoir des copains qui sont un peu bébés aussi, qui aiment bien jouer à se courir après, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas des autres élèves au collège. Et on va travailler les habiletés sociales. Au collège et au lycée, on va avoir pas mal de soutien scolaire, on va avoir beaucoup de travail sur les habiletés sociales, hein, comment faire dans ces situations, etc. Énormément. Et énormément de soutien émotionnel. Là, le jeune, il va voir de plus en plus la différence entre lui et les autres, il va pouvoir être sujet d'exclusion aussi par rapport aux autres, et du coup, il va falloir gérer ça. On va faire des informations dans les collèges et les lycées, ce qui va permettre aux jeunes quand même d'être mieux compris, d'être mieux inclus. Mais de toute façon, les jeunes, ils ont des trucs à faire entre eux, quoi. Donc, du coup, ils peuvent être sympas, mais ils ne vont pas faire nounou non plus. Donc, c'est vraiment des moments qui sont durs, difficiles, surtout le collège. Le lycée, on a plus le droit d'être spécial. Souvent, ils rencontrent des copains ou des copines qui sont un petit peu pareils qu'eux, et du coup, ils peuvent un peu s'éclater. Ça peut être pas mal aussi. Hein. C'est vraiment la période du collège qui est vraiment une période qui est très intense et vraiment on ferme les yeux et on avance pour certaines situations parce que c'est vraiment très très difficile. C'est compliqué aussi le collège parce qu'il y a 12 profs, 12 personnalités, 12 façons de travailler. Il faut savoir qu'au collège, alors il ne faut pas paniquer en début d'année, le jeune peut mettre 3 mois pour arriver à comprendre ce qu'attend chaque prof, comment fonctionne chaque prof, qu'est-ce qu'on attend de lui dans chacune des matières. Bien sûr, ça ne va pas venir tout seul, il va falloir bosser, mais il ne faut surtout pas paniquer. C'est-à-dire que c'est vrai que je le vois par exemple au niveau de l'emploi plus tard, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'une personne classique va s'adapter en une quinzaine de jours maximum en fait. Une personne de type autistique va pouvoir mettre beaucoup plus de temps que ça se compte en mois. D'accord. Collège, lycée, globalement, c'est 3 mois. La 6e, en termes d'adaptation, c'est un petit peu comme l'entrée. Enfin, de toute façon, chaque fois qu'on change d'établissement, c'est des nouvelles règles et tout ça. Donc, moi, je sais qu'en groupe d'habilité sociale, je les prépare et je leur apprends les règles du collège, le vouvoiement, le nombre de questions qu'ils peuvent poser par heure ou par 2 heures, etc. Il n'y a rien de naturel et c'est vrai que l'environnement il change complètement et au début c'est vraiment la jungle. Après ça va bien se passer, vous inquiétez pas, et ils vont faire du collège leur environnement et de classe en classe, en fait c'est leur environnement. Le passage au lycée est beaucoup moins difficile parce que le lycée fonctionne un petit peu comme le collège. Donc ça y est, c'est déjà rentré. Mais franchement la 6e c'est une galère. Alors, pour les curieux, je vais vous donner quelques règles à suivre au collège, que je leur donne. Donc, je me fais beau et propre pour le collège. Hein. Je n'explique pas pourquoi à chaque fois, mais vous comprendrez l'idée derrière, hein, sûrement. Je me mets en pantalon et je garde le jogging pour le sport. Mais Nelly, il y en a d'autres qui sont en jogging toute la semaine et tout ça. Oui, mais là, il va falloir que tu saches que c'est un groupe social, hein, d'accord? Donc, mets-toi en pantalon, c'est mieux pour rencontrer les gens qui sont en pantalon. Voilà. Celle-ci, c'est la règle de base, c'est la règle la plus importante, c'est attention à la honte.
La honte, c'est quoi? C'est quand tu te comportes comme un bébé alors qu'on est dans un lieu où c'est des adolescents. Et alors, les autres, ils ne savent pas que tu es autiste parce que ça ne se voit pas. Et si tu te comportes comme un bébé alors que tout le monde se comporte comme un adolescent et un grand, ça veut dire que tu fais exprès de faire du n'importe quoi. Et tu mets une cible sur toi qui dit « embêtez-moi, j'aime ça ». Puisque je me ridiculise déjà devant tout le monde. D'accord? Donc, attention à la honte. J'en ai plein qui disent, mais je m'en fous de la honte. Ben oui, bien sûr, puisque tu ne perçois pas la conséquence sociale de la honte. Donc, c'est pour ça que je suis assez concrète sur ma conséquence sociale de la honte. Il faut quand même savoir que les enfants de CM2 à qui j'enseigne ça ne connaissent pas la honte. D'accord? Alors que pour un adolescent classique, c'est une base. Les autres sont des adolescents. Je ne regarde pas les autres qui s'embrassent. Je ne leur parle pas, je ne leur dis pas bonjour, même si c'est la première fois que je les vois dans la journée. Je trace, tout droit. Je fais comme si je ne voyais rien. Je ne parle pas avec les grands des autres classes, même pour rigoler, parce que j'en ai quand même un certain nombre qui se sont fait moquer, qui ont dansé dans les couloirs, etc. Ils étaient persuadés qu'ils avaient des copains grands et qu'ils rigolaient, mais en fait, ils ont rigolé d'eux. Et ça, c'est très difficile à percevoir. Donc, non. Mais moi, j'ai des copains. Attention. Et on réfléchit, etc. Je me souviens d'une consultation d'un jeune qui était rentré en 6e. On fait une consultation après la rentrée. Nelly, tout va bien, c'est super, il a des copains, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Et le jeune, je lui dis, ah, tu as des copains, ok, super, comment s'appelle-t-il? Déjà, première chose. Alors, il peut ne pas se souvenir des prénoms, mais au moins qu'il puisse me les décrire, parce que les prénoms, c'est pas toujours facile. Mais est-ce que déjà, c'est pas, j'ai toute la classe comme copain, c'est, j'ai des copains. Ok, est-ce que vous parlez ensemble? Oui. Est-ce que vous rigolez ensemble? Oui. Est-ce que ça arrive qu'il te tape dans l'épaule ou dans le ventre pour rigoler? Oui. Est-ce que ça arrive qu'il le fasse plusieurs fois dans la journée? Oui. Est-ce que ça arrive qu'il le fasse même quand tu leur dis que tu en as marre qu'ils le fassent? Oui. Alors, attention, ce n'est peut-être pas des copains. Merci. On reprend 1 an d'abonnement en consultation psycho, là. D'accord? C'est pas parce que j'ai pas assez de boulot, mais c'est parce qu'en fait, il faut faire attention. Il y en a plein qui vont dire « je suis ton copain » et en fait, ils ne sont pas copains. J'ai eu la situation l'année dernière de 2 jeunes qui étaient dans la même classe, mais je ne le savais pas, parce que d'abord, ils ont des problèmes avec les prénoms, donc ils me parlent toujours de leur copain. Alors j'ai un copain et mon copain, etc., ils n'ont jamais de prénom, on ne sait pas qui c'est. D'accord? Donc j'en avais 2 dans mon cabinet qui étaient copains ensemble, mais j'ai jamais su. J'ai su quand il y en a eu un qui a attrapé le Covid dans leur table, et qu'ils étaient tous confinés. J'ai dit, ah, ils mangent à la même table. D'accord? Donc là, je me suis dit, j'ai remonté l'enquête. Et il y a eu un moment où il y en a un qui a dit qu'il souffrait parce qu'en fait, il en avait marre qu'on le tape et qu'on se moque de lui, etc. Et en fait, c'était le deuxième que je connaissais en consultation. Mais le deuxième, comme je le connais, je sais très bien comment il réfléchissait. Il était persuadé qu'entre copains, on se tape et on s'insulte. C'est normal, tous les jeunes font ça. Le problème, c'est une question de rythme, d'intensité. On fait ça une fois, pas 50 fois dans 1 heure. Okay? Donc, celui qui insultait et qui tapait était persuadé que l'autre aimait ça, parce qu'il ne disait rien. Ça va pour vous? Voilà, ça, c'est situation super classique. Ok, je continue sur les cartes. Je ne parle pas des bêtises des autres. Attention, être une balance, c'est mal vu. Ok? Alors, ça c'est très différent. En primaire, on leur dit, si tu as un problème, tu vas droit à la maîtresse. Au collège, attention, si tu as un problème, t'en parles aux parents et ils feront le tri avec toi. Ça marche? C'est pas si tu vois quelque chose qui te pose problème, tu vas voir le CPE, parce qu'il y en a, ils font le pied de grue au CPE. Hein. Il a un chewing-gum dans la bouche, l'autre il a fait ça, il a jeté un papier, etc. Oui, il y a une dame qui veut parler là-bas au fond. Alors, pour les filles... alors, les garçons se tapent, les filles ont tendance à accepter un peu tout et n'importe quoi, peuvent suivre toutes les conversations, c'est surtout acceptent tout et n'importe quoi, ont tendance à tout donner en espérant que ça leur fera des copains et des copines, vont prendre beaucoup sur elles en fait, ont l'impression que si elles donnent tout, elles auront plus de copains et de copines, et que c'est comme ça qu'on fait, on doit tout donner, donc elles ne se respectent pas. Et ça peut être dangereux pour elles. Donc on doit leur apprendre à se respecter. Merci beaucoup.
Je garde mes mains dans ma poche, ça c'est parce que j'en ai eu un qui est arrivé en collège, il a trouvé que toutes les filles blondes étaient très très jolies, il allait leur toucher les cheveux. Alors une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il y en a un qui a porté plainte quand même, donc du coup il a fallu faire une leçon sociale d'urgence en disant non, tu gardes tes mains dans tes poches. Voilà. Je dis vous aux enseignants, j'ai le droit à 2 questions pour 1 heure et 3 questions pour 2 heures, pas plus. Ok? Alors, des fois, on leur fait une explication mathématique. Hein. Il y a 30 élèves dans la classe. Si chaque élève pose 2 questions, fin du cours. Ok? Donc, on leur met des fois des bâtonnets ou des choses comme ça dans la trousse et ils doivent donner le jeton ou le bâton à chaque fois qu'ils posent une question. Et comme ça, ils se rendent compte qu'ils ont posé une question. Parce que dire Madame, on écrit avec le stylo, c'est une question. D'accord? Donc, ils n'ont encore pas commencé à écrire, ils ont posé 6 questions. Donc voilà, on est obligé. Ça marche en primaire, hein, vous pouvez commencer en primaire. Hein. Mais au lycée, au collège et au lycée, ça se voit encore plus. Je vais aux toilettes pendant la récré, j'attends en ligne pour aller, enfin je fais en rang pour aller à la cantine. Si on m'embête, je le dis à un adulte. Et là, je fais la leçon sur on peut t'embêter dans la cour, on peut t'embêter dans les couloirs, on peut t'embêter dans la classe. Hein. J'en ai eu un, on lui avait dit, si on t'embête dans la cour, tu le dis. On l'a embêté dans les couloirs, il n'a jamais rien dit. D'accord ? Soyons précis. Dans la cour, on parle. Là, je ne sais plus. Et puis, je surveille mon cartable pendant la récré. Voilà. Donc, ça se bosse. Pendant tout l'été, il répète, etc. Oui. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on fait... Alors, on peut lui apprendre... Alors, moi, des fois, je les envoie aux toilettes. Je leur dis, aux toilettes, c'est le seul endroit où tu es seul, hein, quand même. Mais bon, ils me disent, ça sent pas bon dans les toilettes. Ok, on va demander une classe... on peut demander, parfois, on demande des accès au CDI. Pendant les récrés, on demande éventuellement d'avoir une salle où il peut inviter un copain. Ça, c'est super aussi, pour pouvoir décharger pendant la récré. Et par contre, on peut faire des informations dans les classes. Moi, je fais souvent des infos dans la classe pour expliquer en disant... On fait les deux. En fait, chacun va faire un effort. C'est-à-dire que moi, les jeunes de mon cabinet, ils vont dire, mais pourquoi c'est moi qui vais devoir faire l'effort? Mais en fait, les autres aussi font des efforts. C'est pour ça que je vous dis, on lui enseigne à lui les règles sociales, mais aux autres, on va aussi expliquer pourquoi il est comme ci et comme ça, et comment ils peuvent s'adapter, comment ils peuvent prendre les choses. On fait les deux doivent s'adapter. De toute façon, il n'y a pas un seul qui va s'adapter et pas l'autre. C'est pas possible. De toute façon, voilà, je vous ai parlé de respect, donc on ne va pas demander à ce que la personne absorbe tout. Oui? Oui. Donc vous connaissez Ornella et faire des dessins. C'est ça. Oui, c'est pour ça que dans les règles du collège, j'explique qu'on ne joue plus quand on est en récré au collège. Et c'est vraiment difficile, hein, c'est un deuil un petit peu pour les enfants. Hein. Moi, j'ai des enfants qui, pendant l'été et tout, alors on leur a fait visiter le collège et tout ça pour que ce soit moins nouveau, qu'ils puissent gérer la nouveauté. On leur présente un référent au niveau des surveillants et tout ça. Enfin, on peut faire un tas de choses super sympas. Mais c'est vrai que... déjà de se dire qu'on ne joue plus alors qu'ils ont appris à jouer pendant toutes les années de primaire, c'est une galère, quoi. Bon, après, il y en a qui me disent si, nous on joue, hein, Nelly, moi je joue, on joue au loup dans ma récré. Et en fait, compte, peut-être qu'il a rencontré des enfants qui sont un peu comme lui ou comme elle, et puis il joue à s'attraper, et puis, ok, on est mieux à plusieurs. Voilà. Côté prof, il y a du boulot. Rendre l'environnement prévisible, ça c'est votre job. On anticipe, on informe, on dit ce qu'on va faire comme leçon. Quand ils sont en maternelle, on peut même donner le livre qu'on va lire. Il va être lu 150 millions de fois pendant le week-end. Et là, l'enfant, quand vous allez lire, il va dire « Oh, mais elle dit des trucs que je comprends. » Ah si vous l'avez bossé pendant tout l'été, pendant tout le week-end... il y a des chances qu'il a compris là. D'accord ? C'est pour ça qu'on anticipe. Donc, prévisibilité, quand ils sont petits, filez vos programmes, même quand ils sont grands, filez vos programmes, surtout si les parents s'investissent et qu'ils savent quoi en faire, ou sinon avec les professionnels, les orthophonistes. Le plan de cours, même quand on est au collège et au lycée, c'est important.
Les changements, je ne vous raconte pas effectivement quand ils sont, même au lycée, hein, collège et lycée, les profs absents à la dernière minute et tout. Moi j'ai un certain nombre d'élèves qui n'aiment pas du tout quand le prof est absent. On leur dit mais enfin, les autres ils aiment bien. Oui mais moi, ça me change tout quoi, c'est un changement. Et j'ai pas assez parlé de la difficulté au changement. En fait les personnes autistes, plus elles vont pouvoir le faire et plus elles vont essayer d'anticiper dans leur tête ce que vous allez faire, les statistiques et tout ça. Donc je vous en ai parlé en disant plan de cours et tout ça pour qu'ils ne tournent pas en rond, qu'ils ne s'épuisent pas à chercher ce que vous savez déjà. Okay, et du coup, il faut savoir que tout changement, annulation de dernière minute, etc., nécessite toute une reprogrammation et donc prendre de l'énergie. J'ai une petite vidéo bonus pour la fin pour vous parler de ça. À l'oral, les paroles s'envolent. Et en plus, si vous l'avez écrit, ça vous aide plus à le respecter. Et si vous ne pouvez pas le respecter, allez voir le jeune en lui disant je t'ai marqué qu'on ferait ça, mais finalement on le raye et on fait autre chose. Donc c'est vraiment plus prévisible. Attention aux consignes collectives, ils ne se sentent pas toujours concernés par les consignes collectives. L'idéal c'est regarder la personne dans les yeux pendant que vous dites prenez vos cahiers bleus. D'accord. Voilà. Des fois j'avais un prof aussi, on avait fait un code qui disait que quand c'était pour tout le monde, il lui mettait la main sur l'épaule. Enfin, on trouve des systèmes comme ça pour que l'enfant se sente concerné. On utilise un vocabulaire concret avec des références qui sont visuelles, d'accord, le plus possible, parce qu'effectivement, des fois, les concepts, c'est compliqué. Pensez aux motivations concrètes de l'enfant. Il ne va pas apprendre parce que vous êtes gentil. Voilà. Surtout dans les petites classes. Dans les grandes classes, clairement, collège, lycée et plus tard, franchement, c'est très prof dépendant. Si le prof est sympa, cool, prévisible, acceptant, alors il peut avoir 18. La même matière, même un truc qu'il adore, si le prof il est imprévisible, il se met à crier n'importe quand, il insulte enfin, il est dégradant vis-à-vis des élèves, même si ce n'est pas forcément de celui-ci, il peut tomber à 4 de moyenne, même pour un sujet d'intérêt restreint. C'est très très prof dépendant au collège-lycée. Signaler rapidement toute difficulté de l'enfant pour travailler en équipe avec les parents et les professionnels spécialisés. D'accord ? Ça c'est, je pense que vous avez compris là maintenant. La loi de 2005, je vous en ai parlé, rétablir les chances de réussite des élèves porteurs de handicap en utilisant tous les moyens de compensation nécessités par son handicap. Voilà. On a le guide pratique de l'AVS, de l'inspection académique de la Loire, qui existe encore, j'espère, qui est vraiment super. Franchement, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, accompagner des jeunes dans l'accès des activités d'apprentissage, stimuler les activités sensorielles, faciliter l'expression, rappeler les règles, soutenir le jeune dans la compréhension, accompagner les jeunes dans l'accès aux activités d'apprentissage, accompagner les jeunes dans les activités de vie sociale et relationnelle, participer à la mise en œuvre de l'accueil, y compris pendant les récréations. On a beaucoup de travail à faire sur le plan social et les AESH sont vraiment le décodeur social des personnes autistes. On a vraiment besoin des personnes accompagnantes pour arriver à décrypter les situations, les comprendre, les interpréter et savoir comment se comporter dans cette situation donnée. C'est très important. Les récrés, c'est un job. Et il ne faut pas délaisser les récrés en se disant qu'on concentre tout sur le temps de classe. Voilà. Et là, voilà. Du côté des parents, c'est un job aussi. Collaborer avec l'équipe enseignante, reprendre les enseignements à la maison, utiliser les renforçateurs, utiliser son imagination, savoir expliquer les difficultés de son enfant aux personnes qui l'accompagnent. Formez-vous les parents, allez-y, les formations sont accessibles aux parents, formez-vous parce que c'est vous qui devrez expliquer comment fonctionne votre enfant. Et professionnels, acceptez que les parents puissent en savoir plus que vous sur un certain sujet. Oui.
Avec Envol, vous avez des formations et puis, enfin, passez par Envol. Je pense, voilà, c'est déjà bien. Mais oui, la semaine prochaine, ouais, c'est la semaine prochaine. Enfin, là, en ce moment, on est en train on a des sessions de formation qui sont ouvertes aux parents, avec un prix très accessible et tout ça. Vous avez aussi au CRA, alors, le Centre Ressources Autisme. Alors, vous avez le Centre Ressources Autisme Région Rhône-Alpes-Auvergne qui se situe à Bron, qui a des documents qu'il peut vous prêter et qui anime des formations, qui a vraiment des relais des informations. Et vous avez le relais du CRA qui se trouve à Saint-Égrève au Cadipa, d'accord, en centre alpin de diagnostic de l'autisme. Et là, vous avez des formations d'aide aux aidants qui sont gratuites et qui sont vraiment formidables. Les parents vraiment apprécient énormément ces formations. Voilà. Mais quand même, excusez-moi, comme là, il y a beaucoup d'enseignants. Oui. En tant que parent... C'est pour ça qu'on fait ces demi-journées-là. Hein. C'est pour vraiment se dire qu'on doit travailler en équipe et chacun va apporter ce qu'il sait apporter. Hein. Voilà, c'est vraiment pour ça. Et puis, en fait, en tant que parent, même si c'est pas si simple que ça, on est toujours en train d'essayer de programmer la suite. On programme à peu près au début 2-3 mois, après à 6 mois et après à 1 an. On ne sait pas bien faire plus loin. Et il faut que vous appreniez aussi à vivre jour le jour et avoir beaucoup d'humour. Hein. C'est bien. Cultivez votre humour. Dites-vous que tout le monde n'est pas spécialiste. Ce n'est pas facile. Vous savez, ça fait des années que vous avez votre enfant et que vous faites des adaptations, donc vous savez à quel point c'est important. Mais les profs ne sont pas des spécialistes. Et ça, c'est un petit côté malheureux, mais moi, je le vois beaucoup dans les collèges et les lycées. Souvent, quand on arrive, le gamin, il est quand même vachement éduqué et tout. Et quand on dit tous les besoins qu'il a, les profs ne le voient pas forcément. Et ils ont besoin qu'il y ait un problème pour se rendre compte du besoin d'adaptation. Mais en même temps, comme on les a avertis, ils se rendent compte du problème et du coup, ils peuvent agir plus vite. C'est embêtant, mais c'est la réalité. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Oui. Ça s'accumule, on est complètement d'accord. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec les professionnels spécialisés et les parents pour vous soutenir, vous les enseignants, et fabriquer des outils si nécessaire, faire des fiches, etc. En fait, si on arrive à travailler ensemble, l'objectif c'est quand même d'essayer aussi de vous soulager. Après, effectivement, quand on a des contrats de comportement dans l'école, vous avez tout intérêt à les compléter à l'école, ils sont récompensés à la maison, hein, mais vous avez tout intérêt à prendre ce temps-là, parce que de toute façon, si vous ne faites pas ça, vous allez courir après le gamin pendant toute la journée. Donc, c'est vrai que... Mais ça, il faut le comprendre. Hein, voilà, et c'est pour ça qu'on fait des demi-journées comme ça. Donc effectivement, la scolarité, elle s'entend dans la collaboration, tous ensemble. Il n'y a pas de mystère, c'est pas facile, c'est du boulot. Mais franchement, on a des belles réussites, on a des enfants qui grandissent. On voit, ils sont bien dans leur basket et vraiment, ils sont entendus. Et franchement, c'est un bonheur de voir tout ça.